Salut à toutes, salut à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui j'ai envie de revenir sur ma dernière session, de rentrer un petit peu plus dans le détail et de vous expliquer comment j'ai fait pour prendre ces super poissons. J'aimerais vous parler de l'amorçage, du montage que j'ai utilisé et aussi de vous partager quelques secrets. Bon, je vous promets pas que ce soit les meilleures techniques du monde, mais si ça vous intéresse, asseyez-vous bien au fond et c'est parti. Allez, on va tout de suite commencer par l'amorçage, qui est pour moi primordial avant de pêcher une rivière. Oui, pour ceux qui s'interrogent encore pour savoir s'il faut amorcer en rivière, eh bien oui, il faut amorcer. Vous allez augmenter vos chances en attirant les poissons et en les fidélisant. Bien sûr, si vous avez une âme de tracker, vous pouvez toujours pister les poissons et pêcher là où ils sont. Alors pour ça, il ne faut pas avoir peur d'avoir la main lourde. Il faut béner une quantité importante d'appât. Moi, j'utilise des graines, du frolic et des bouillettes. Je mets évidemment plus de graines et de frolic parce que c'est plus économique. Je vais vous partager d'ailleurs mon plan d'amorçage juste après. Attention tout de même car le frolic se ramollit en 4-5 heures et le lendemain il est complètement dissous, s'il n'est pas déjà consommé. En moyenne et grandes rivières, il y a une quantité importante de poissons blancs et parfois il y a aussi beaucoup de silures. C'est le cas pour moi. Il ne faut donc pas avoir peur de mettre au moins 10 kg d'appât. Personnellement, j'en mets plutôt 30. Pour la préparation des graines, il faut tout d'abord les tremper. Ici, vous voyez, j'ai du blé et de l'avoine. Je les ai fait tremper pendant 3 jours. Lorsqu'on trempe des graines, elles se ramollissent et il faut en profiter pour bien les nettoyer, en enlevant toutes les particules flottantes qui ne seront pas consommées par les poissons. Pour ça, il faut les rincer et changer l'eau tous les jours. Cette partie est très importante. C'est pour éviter que les graines pourrissent tout simplement. Alors tout le monde a sa recette, mais je vais vous partager la mienne. Elle est très simple. Je mets du canadou en bouteille pour l'aspect sucrant en espérant activer la gourmandise des poissons. Et vous le voyez, je mets également du viandox, qui est très connu pour son odeur et son goût de viande. Même s'il n'y a aucune viande dans ce produit, je me sers de l'arôme présent dans le viandox comme d'un attractant. Alors attention à pas trop en mettre, sinon on risque d'avoir l'effet inverse et c'est surtout pas ce qu'on recherche. J'ai fait la même chose ensuite avec le chènevis. Vous pouvez utiliser pour la cuisson du curry, de l'anis étoilé, enfin tout ce qui peut parfumer les graines est intéressant. On mélange bien le tout et même avant la cuisson, on peut continuer de nettoyer un petit peu. Pour la cuisson, vous pouvez utiliser un cuiseur industriel. Bon, moi j'en ai pas, j'utilise 2 cocottes minutes et pour les quantités que j'amorce, ça me suffit largement. J'ai fait cuire les graines environ 40-50 minutes, ça dépend du type de graines. Ce temps est pris entre le moment où la vapeur s'échappe de la soupape et l'arrêt du feu sous la cocotte. Je vous conseille quand même de regarder l'état des graines à 30 minutes environ et voir s'il faut prolonger la cuisson ou non. Pour l'amorçage, je pense qu'il vaut mieux trop cuire les graines que pas assez. Il faut bien penser à la digestion des poissons. Lorsque la cuisson est terminée, le blé doit être craquelé et un peu ouvert. Le chènevis, il doit au moins avoir quelques germes blancs qui ressortent en fin de cuisson. J'ai ensuite tout mis dans une grande glacière et ajouté du maïs doux en boîte. Vous le voyez ici, j'ai environ 25 kg de graines et j'ai refait au moins une tournée pour compléter. Je vais maintenant vous partager mon plan d'amorçage qui correspond à la taille de la rivière que je pêche et au cheptel de poissons présents. Vous pouvez faire une copie d'écran de cette image et adapter ces quantités à votre besoin. On va maintenant parler du montage. Alors, pour la rivière, le montage doit être robuste et costaud. C'est très important. Il faut un plomb également assez lourd pour absorber la force du courant sur la bannière en arc de cercle dans l'eau. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un hameçon toujours piquant et d'être confiant dans son montage. Ne cherchez pas la complexité. Moi, j'ai un simple cheveu en tresse avec un nœud sans nœud et un bas de ligne en fluoro en 25 livres. Attention à toujours avoir une résistance moins forte sur le bas de ligne par rapport au corps de ligne pour qu'en cas de casse, le poisson reparte juste avec le bas de ligne et pas tout le montage complet avec la tête de ligne comprise. En parlant de tête de ligne, j'utilise une tête de ligne en fluoro de gros diamètre de 60-80 livres environ.
Et enfin, je vais vous parler du ressenti de la session. Alors on est au printemps, j'ai choisi de me mettre comme objectif minimum un poisson. Alors ça aussi c'est important, ça fait très longtemps que j'ai pêché. Et après avoir bouffé toutes les vidéos de pêche à la carte de la terre entière, mais après une grande période d'inactivité comme celle-là, il faut savoir redescendre ses objectifs pour éviter la déception. Perso, je préfère me dire que je serai pas capot et être content d'avoir pris 5 poissons plutôt que d'espérer 10 poissons et d'en faire que 5. Bref, j'ai eu le temps de me préparer à cette pêche et tout est prêt au millimètre. Les badlings sont vérifiés et j'ai du stock d'avance. Les cannes sont nettoyées, les moulinets contrôlés, le sac est rangé et je peux maintenant me permettre d'espérer. En rivière, le plus souvent, on a peu de touches. Il faut être prêt pour rien rater. Alors j'ai passé 3 nuits sur ce lieu que je connais bien. Je sais que le cheptel est assez riche, mais que ça reste des poissons de passage. Généralement, j'ai des touches entre minuit et 4h du matin et ensuite plus rien. Cette fois-ci, c'était différent. J'ai commencé par une casse d'entrée vers 20h, bim. Le matériel a été contrôlé pourtant plus d'une fois et j'arrive toujours pas à l'expliquer. C'est ça aussi la pêche, beaucoup de mystères. Le badling a cédé au bout de 5 secondes de combat. J'ai tout replacé propre avant la nuit. Dans le noir complet, j'ai touché 3 silures qui se sont gavés de l'amorçage. J'ai fait un combat mémorable avec le plus gros d'entre eux. Il m'a traîné de nuit à 300 mètres de mon poste et j'entendais les queues de silures qui claquaient tout autour de moi. Je pense que c'est la preuve qu'il y avait du monde là-dessous. La première nuit, j'ai fait 3 silures, une brème, un chevenne. Et j'ai fait quand même 2 carpes en toute fin de nuit sur le petit matin. La deuxième journée, j'ai fait une carpe de jour qui m'a fait un combat d'anthologie en plein vent. Elle m'a tout fait celle-ci, sous un tronc d'arbre, sous le moteur, dans mon autre ligne que j'ai d'ailleurs été obligé de couper avec mes dents. J'étais tellement content de la rentrer dans l'épuisette celle-ci. La deuxième nuit, j'ai fait quelques blancs et 2 très belles carpes. Et comme la pêche c'est le partage, c'est mon cousin qui a fait le premier combat. Une super commune, bravo à lui. Des poissons sauvages magnifiques, j'étais aux anges. La troisième nuit, plus rien. Par contre, j'ai découvert au petit matin que ma canne de gauche avait disparu. Heureusement, je l'ai retrouvée plantée à 2 mètres devant le détecteur. J'étais bien sûr au final accroché sur une branche et j'ai réussi à me libérer. En y réfléchissant bien, j'ai eu quelques bips la nuit, mais je me suis pas levé. Ah, dommage pour moi. En tout, j'ai fait 5 carpes sur cette session et mon objectif est plus que rempli du coup. Je repars heureux et content d'avoir passé 3 nuits au bord de la rivière.